Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'écoutez? Merci. D'accord. Merci. Merci. Bonjour. C'est bon. Merci. Alors, donc on est 41. Il y a des personnes qui sont en train d'attendre, je vais les admettre. Après, on va commencer. Aujourd'hui, on va voir, toujours dans le programme d'orthopédie dentofaciale pour cette année. Donc, je vous ai dit qu'il vous reste 2 intitulés qui sont ou bien les thérapeutiques orthodontico-chirurgicales et la récidive et la contention qui va être présentée en dernier. Ce sera le dernier cours. Donc, la thérapeutique orthodontico-chirurgicale, donc on a parlé plusieurs fois dans le traitement des anomalies que dans certains cas où on a un décalage squelettique important ou chez un patient qui est en fin de croissance, donc on ne peut pas rattraper les décalages squelettiques à travers des thérapeutiques orthopédiques. Donc, on aura à ce moment-là recours à ce qu'on appelle la chirurgie orthognathique. Alors, le vocable thérapeutique orthodontico-chirurgical sont regroupés sous ce vocable, sont regroupées des interventions de nature très diverses qui rentrent dans le cadre des moyens thérapeutiques d'un traitement d'orthodontie, mais ne sont généralement pas pratiquées par le spécialiste en orthodontie. Donc, ce sont des interventions qui sont réalisées en collaboration avec d'autres disciplines. D'accord? Donc, je vais vous citer quelques types de thérapeutiques orthodontico-chirurgicales où il y a la participation de l'orthodontiste et du chirurgien ou d'un autre praticien. Donc, il y a ce qu'on appelle les chirurgies mineures qui vont porter sur les unités dentaires, à savoir des extractions, des germectomies. Donc, tout ça, c'est des gestes qui sont indiqués en orthodontie. Donc, extraction soit de dents permanentes ou de dents temporaires. Parfois, on a recours à des germectomies. On a vu ça dans les extractions pilotées, germectomie des prémolaires, germectomie des dents de sagesse, etc. Élimination de dentums ou de dents surnuméraires et parfois la transplantation. D'accord? Donc tout ça, c'est des chirurgies mineures. Il y a des chirurgies, bien des interventions qui vont porter sur les tissus mous, à savoir les résections de freins, les résections de freins labiaux et de la langue. Il y a aussi un autre type de thérapeutique orthodontico-chirurgicale, c'est le dégagement chirurgical des dents incluses. Donc, je n'ai pas voulu détailler ça parce qu'on a vu ça dans le traitement des dents incluses au long et au large, avec les différents lambeaux, les différentes indications, etc. Donc, si vous avez des questions, posez-les en fin de la séance. Et le vif du sujet, c'est la chirurgie orofaciale,
ou bien la chirurgie orthodontique. Donc, lorsque les limites de l'orthodontie ou de l'orthopédie sont dépassées, l'accomplissement des objectifs thérapeutiques impose le recours à la chirurgie orthodontique. On va voir ces indications. Tout d'abord, la définition. La chirurgie orthodontique a activité spécifique du service orthogonatique du service de chirurgie maxillofaciale. Donc, c'est les maxillofaciales qui sont spécialisés dans cette chirurgie, qui peuvent réaliser ce type d'intervention. Elle correspond à obtenir des rapports maxillaires harmonieux. Elle permet de traiter toutes les dysmorphoses inaccessibles à l'orthodontie, tout en symbiose entre le traitement chirurgical et orthodontique. Donc, les indications, qu'on a les grands syndromes, à savoir le syndrome de Crouzon. On a les décalages squelettiques sagittaux, verticaux et transversaux en fin de croissance, c'est-à-dire on a une anomalie squelettique et le patient, il est à l'âge adulte, on va voir la limite d'âge à partir de laquelle on parle de chirurgie orthodontique. Lorsqu'on a de fortes compensations dento-alvéolaires, c'est-à-dire un décalage squelettique important avec des compensations dento-alvéolaires qui sont importantes, donc ça c'est un cas de classe 3. Donc le décalage squelettique il est important, mais vous voyez il y a une compensation dento-alvéolaire par lingoversion des incisives du bas et vestibuloversion des incisives du haut. Les grandes perturbations esthétiques, donc tout à nous, là vous voyez une classe 2 énorme, vous voyez l'overjet, vous voyez la répercussion esthétique. Là on peut essayer un activateur de croissance, mais dans certains cas ça peut ne pas donner un résultat important lorsque la classe 2 elle est héréditaire, lorsque elle est très importante. Les patients présentant une croissance défavorable, etc. Donc là on va voir la limite d'âge. La limite d'âge c'est 18 ans chez les garçons, 16-17 ans chez les filles. Donc, même lorsque l'indication chirurgicale est posée précocement, la chirurgie orthodontique n'intervient qu'en fin de croissance vers 16 ou 17 ans chez les filles, 18 ans chez les garçons, afin d'éviter les risques de récidive liés à une croissance mandibulaire tardive défavorable. Parfois, on a une classe 3 squelettique importante qui ne peut pas être traitée orthodontiquement ou orthopédiquement. Donc, on a posé l'indication de chirurgie orthogonatique. Donc, on doit attendre à la fin de la croissance pour réaliser cette chirurgie, pour éviter justement cette croissance résiduelle, ou bien croissance tardive qui peut être la source d'une récidive par la suite ou bien d'un échec thérapeutique carrément. Donc, pour réaliser cette thérapeutique orthodontico-chirurgicale dans la chirurgie orthogonatique, donc on a besoin d'établir une stratégie thérapeutique parce que c'est un travail pluridisciplinaire. Donc, cette stratégie repose sur l'observation clinique et l'analyse des examens complémentaires, en particulier l'imagerie. Donc, il y a une place très importante dans cette stratégie thérapeutique. Le setup, on revient au setup. Donc, on a vu déjà dans l'orthodontie invisible. Le setup, on a dit, c'est une manière de visualiser l'objectif final du traitement. Donc, les setups pré-chirurgicaux, c'est-à-dire on va essayer de couper, c'est généralement des setups numériques sur ordinateur, on va essayer de simuler le résultat final de notre traitement chirurgical. Donc, les setups pré-chirurgicaux permettent de visualiser l'impact des différentes thérapeutiques envisagées et d'apprécier la faisabilité et essayer de coordonner un petit peu ces thérapeutiques. Donc, la première étape, donc on a une préparation orthodontique pré-chirurgicale. L'orthodontiste doit préparer le patient avant de l'envoyer en chirurgie orthodontique. Cette préparation, elle est faite juste avant la chirurgie et elle a pour objectif de gérer les problèmes intra-arcades. Donc, on doit aligner, obtenir des formes d'arcade harmonieuses, lever les compensations comme le cas que je vous ai montré. Donc, on va redresser les incisives pour empêcher ou bien pour supprimer cette compensation alvéolaire et assurer la concordance des arcades, surtout dans le sens transversal. En tout cas, dans tous les sens, on va essayer d'arriver à un alignement correct des deux arcades, d'accord? Et offrir un ancrage par la suite au dispositif de contention post-chirurgicale. Généralement, après la chirurgie, il y aura des fixations, des élastiques que le patient va porter pour contenir le résultat de la chirurgie. Donc, notre appareillage orthodontique va servir d'ancrage de support à ces dispositifs de contention post-chirurgicale.
Donc, toujours dans la préparation, donc on a un bilan pré-chirurgical. Donc, on a des modèles, des radiographies. Donc, après qu'on a réalisé le traitement pré-chirurgical, on va on va faire un bilan de réévaluation. On va refaire les empreintes, refaire les radiographies. On peut avoir recours à des tomodensitométries, c'est-à-dire des scanners, etc. Et afin de préparer le patient à subir cette chirurgie. On va réévaluer. Après, on a la programmation de la chirurgie. Donc, la chirurgie doit respecter le jeu de l'articulation temporomandibulaire. Certes, c'est du ressort de chirurgien orthognathique, mais on doit avoir une idée sur quel type de chirurgie va être indiquée dans quel cas. D'accord? Donc, les principes, c'est de respecter l'articulation temporomandibulaire, l'équilibre musculaire, la continuité osseuse et les paquets vasculo-nerveux. Le rétablissement de l'équilibre fonctionnel et l'harmonie esthétique de la face nécessite parfois d'associer une chirurgie de contour. On peut avoir recours à des profiloplasties, rhinoplasties, etc., chéloplasties, donc associées à cette chirurgie orthognathique, ou voire même des chirurgies des sangles musculaires. Bon, non, ça j'ai oublié de l'enlever. Donc, on a des chirurgies qui vont porter sur les tissus durs, c'est-à-dire sur l'os. Il y a des chirurgies qui vont porter sur les tissus mous. Dans les chirurgies qui vont porter sur, vous avez en principe le cours, vous pouvez suivre. Donc, les chirurgies qui vont porter sur les tissus durs, donc on a ce qu'on appelle des ostéotomies, c'est-à-dire on va couper l'os. Cette ostéotomie peut concerner toute l'épaisseur de l'os et on appelle ça des ostéotomies totales ou juste un segment généralement alvéolo-dentaire, c'est des ostéotomies segmentaires. Alors, je reviens. Elles sont destinées, ces ostéotomies ou bien ces interventions portant sur les tissus durs, elles sont destinées à diminuer ou bien à augmenter les dimensions des structures osseuses. Donc, on a, comme je vous ai dit, des ostéotomies totales, intéressant la totalité du corps de l'os. Donc, soit on a des ostéotomies de glissement, donc on va glisser les pièces osseuses, soit on va réaliser des rotations. Donc, si on a une structure qui est en excès, on va diminuer un fragment, on appelle ça des ostéoctomies. D'accord? Là, il y a une faute, j'ai oublié un O ici. Donc, en cas d'insuffisante, on va faire l'ostéotomie avec l'interposition d'un greffon. Donc, on va faire une greffe pour augmenter la taille de l'os. Donc, ça, c'est les ostéotomies totales. Les ostéotomies segmentaires, elles sont limitées à une région dento-alvéolaire. Donc, ça, c'est la définition. Après, on va voir structure par structure. Donc, on a généralement des interventions qui vont porter sur le maxillaire. Donc, on va commencer par les segmentaires. Donc, elles sont limitées au secteur alvéolo-dentaire, généralement antérieur, ou tout le secteur alvéolaire complet. Donc, elles sont indiquées dans les malocclusions de classe 2 sévère, excès de hauteur verticale avec un sourire gingival, des béances squelettiques notamment. Donc, elle nécessite l'extraction généralement de première prémolaire supérieure. Enfin, bon, cette phrase, je pense qu'elle n'a pas sa place ici. Donc, parmi lesquelles, on a ce qu'on appelle l'intervention de Wasmund. Donc, elle permet de corriger une supraocclusion. Donc, les cas de supraocclusion, classe 2 avec supraocclusion. Donc, vous voyez, on va essayer de réséquer à ce niveau, donc segmentaire. On va extraire les premières prémolaires et corriger la supraocclusion et le sourire gingival. Un autre type d'ostéotomie segmentaire, c'est celle de Schuchard. Donc, en cas de béance, vous voyez là, on a une béance. Donc, on a une extraction de dents de sagesse. On va couper tout le segment postérieur, d'accord? On va diminuer ici, réséquer de l'os. Après, on va faire une impaction de ce segment pour obtenir une occlusion idéale à ce niveau. L'ostéotomie de Dautré, toujours, donc en cas de béance. D'accord, donc on va réaliser l'extraction de la première prémolaire et toujours une impaction pour diminuer la dimension verticale. Les interventions, toujours portant sur le maxillaire, les ostéotomies totales.
D'accord? Donc, elles sont réalisées. Vous connaissez en principe le trait de fracture, le fort 1. D'accord? Donc, le tracé le plus simple comprend deux segments. L'un horizontal sus-apexien, c'est-à-dire en dessus des apex dentaires, transversal et transseptal. Donc, on va couper le septum ici. D'accord? Et l'autre vertical entre les tubérosités, c'est-à-dire postérieurement, entre les tubérosités et les apophyses ptérygoïdes postérieurement. Donc ça, c'est l'ostéotomie totale. Il y a plusieurs traits, il y a plusieurs variantes. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que ça relève de la spécialité et je ne vais pas vous encombrer. C'est juste pour avoir une idée quels sont les différents types d'interventions euh, qui peuvent exister en chirurgie orthodontique. Donc l'indication de cette ostéotomie totale, le fort 1, c'est en cas d'hypoplasie maxillaire, brachygnathie maxillaire, séquelles de fente labio-alvéolo-palatine, classe de 1, responsabilité maxillaire. En cas de rétromaxillie, donc on peut avancer. Donc, une fois qu'on a cette pièce qui est libre, on peut impacter, on peut élever, on peut reculer, avancer, etc. en fonction du cas et en fonction de l'indication. Maintenant, les interventions portant sur la mandibule, on a toujours des ostéotomies segmentaires. Elle intéresse un secteur alvéolo-dentaire généralement antérieur. Donc, en cas de classe 3, donc on va déplacer le bloc antérieur incisivo-canin avec extraction de la première prémolaire. Correction d'une supraocclusion incisive avec supraalvéoli inférieur. Les ostéotomies sont de plus en plus rares. Bon, sur la mandibule, les ostéotomies segmentaires sont de plus en plus rares au profit des ostéotomies totales. D'accord? Parce que les auteurs ont considéré, bien ont jugé que les ostéotomies segmentaires ne donnent pas vraiment de résultats très importants. Ils peuvent être source de récidive. Donc, ils préfèrent des ostéotomies totales. Comme ça, on aura coupé toute l'épaisseur de l'os et avoir un résultat stable par la suite. Les ostéotomies totales, par contre, concernant la mandibule, elle porte sur la branche montante ou la branche horizontale, indiquée dans les prognathies inférieures vraies, micrognathies, des latérognaties mandibulaires, anomalies mandibulaires du sens vertical, excès postérieur ou antérieur. Il y a plusieurs techniques. Ostéotomie rétromolaire de converse, avec extraction de 35-45. Elle est en escalier. On va impacter ou bien reculer la mandibule à ce niveau, tout en respectant le paquet vasculo-nerveux. Il y a ça c'est la branche horizontale. Il y a une autre technique qui porte sur la branche montante. Vous voyez, on appelle ça la technique d'Obweseger. Donc, vous voyez ici un trait de section à ce niveau. Après, on peut abaisser, relever, reculer la mandibule après qu'on a sectionné les deux fragments. Donc, toujours sur la mandibule, on peut avoir recours à ce qu'on appelle la génioplastie. Parfois, on peut rétablir un rapport occlusal harmonieux, mais le profil reste convexe et ceci dû à une rétrogénie ou bien un menton qui n'est pas bien développé. À ce moment-là, on peut faire une génioplastie et un remodelage du bord basilaire. Donc, on va couper à ce niveau, on va avancer la mandibule et mettre des plaques d'ostéosynthèse à ce niveau pour obtenir justement un profil harmonieux. Les chirurgies portant sur les tissus mous, donc sur la langue, donc on a des glossotomies. Oui. Donc on a des interventions portant sur la langue. Bon, là j'ai tout mis. Donc j'essaie de résumer pour ne pas prendre beaucoup de temps. Donc, glossotomie, donc on va diminuer le volume de la langue, indiqué en association avec des classes 3. Parfois, lorsqu'on corrige une classe 3, si une macroglossie persiste, elle peut être source de récidive. Donc, on peut envoyer le patient et indiquer une glossotomie. Donc, toujours dans les classes 3 type prognathies inférieure, avec ou sans ostéotomie associée. En cas de béance incisive, béance antérieure et latérale, en cas de proalvéolie inférieure. Donc, il s'agit le plus souvent d'une résection losangique médiane au niveau de la pointe. Il y a plusieurs techniques. D'accord? Donc, il faut éviter de supprimer, de diminuer au niveau des bords de la langue, pardon, parce qu'il y a les bourgeons de la gustation qui sont sur les bords de la langue. Donc, ça peut diminuer la gustation chez le patient. Donc, on va réaliser on va avoir une résection losangique médiane. On a un autre type d'intervention
On a l'approfondissement du sillon gingival, d'accord, pour éviter la récession gingivale. On a des chyloplasties, des rhinoplasties, donc tout ça, c'est l'élimination des freins labiaux, tout ça. D'accord, tout ça, c'est des interventions portant sur les tissus mous. Donc là, je vous donne un exemple de glossotomie. D'accord, donc on réalise à ce niveau, puis on va suturer. Ou bien à ce niveau, il faut essayer de supprimer au niveau des bords de la langue parce que ça diminue la gustation chez le patient. Après que le patient a subi la chirurgie, donc il revient vers nous, vers l'orthodontiste, d'accord, pour la phase post-chirurgicale. Au cours de cette phase, donc 4 missions essentielles doivent être accomplies, d'accord, par toute l'équipe pluridisciplinaire et essentiellement l'orthodontiste. Donc, il faut accompagner psychologiquement le patient parce qu'il y a un changement énorme dans son profil. Il faut l'accompagner pour qu'il puisse accepter sa nouvelle apparence, un établissement d'un nouvel équilibre neuromusculo-squelettique et on peut généralement la rééducation myofonctionnelle est indiquée à ce niveau. Et l'orthodontiste va réaliser des finitions orthodontiques pour obtenir une occlusion parfaite. La conclusion, donc grâce à la collaboration étroite des équipes chirurgiens et orthodontistes, et grâce au progrès des techniques chirurgicales et de l'imagerie diagnostique, la chirurgie orthodontique apporte des solutions de plus en plus performantes dans le traitement des dysmorphoses faciales. D'accord, elle permet de rééquilibrer le squelette facial, assurant une réharmonisation esthétique et une normalisation fonctionnelle. Donc, ce cours est terminé. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. C'est quoi la rhinoplastie? Rhinoplastie, c'est une chirurgie qui va porter sur le nez. D'accord? Donc, parfois, on obtient des rapports occlusaux normaux, mais le profil est encore disgracieux à cause d'un nez volumineux. Donc, on peut, par la même occasion, réaliser la rhinoplastie, c'est-à-dire on va modifier la forme du nez. Rhino, c'est-à-dire nez. D'autres questions? Alors, le dernier cours, je ne sais pas si vous avez d'autres questions concernant l'équilibration post-orthodontique. Donc, si vous avez d'autres questions concernant ce cours, vous pouvez les poser maintenant. Sinon, on va passer au cours suivant, qui est récidive et contention. Est-ce que l'ouverture ou bien la plaie est intrabuccale? Généralement, c'est des chirurgies, donc ça dépend de la technique. Elle peut l'ouverture ou bien l'incision peut être intra ou extrabuccale en fonction de l'indication. Généralement, ils préfèrent les incisions intrabuccales. Elles sont préférables. Bien sûr, pour ne pas qu'il y ait des cicatrices en extrabuccale. D'autres questions, s'il vous plaît, en attendant que... Donc, je vais essayer de commencer dans ce cours. Lorsqu'il y aura la coupure, c'est-à-dire lorsqu'il y aura la fin du temps, on va reprendre. Donc, ne quittez pas. On va reprendre le cours incessamment. D'accord? Je vais essayer de terminer. Donc, je vais faire deux séances d'affilée. Donc, je dois terminer le programme aujourd'hui. Alors, récidive et contention. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous êtes en train de suivre? Est-ce que la diapositive est affichée? Très bien. Récidive et contention. Donc, introduction. La récidive en orthodontie est la réapparition plus ou moins importante de la malocclusion ou des malpositions dentaires initiales à l'issue du traitement actif. Elle doit être différenciée de la maturation physiologique des arcades dentaires, d'accord? Et la contention, qui fait partie intégrante du traitement orthodontique, est le moyen de s'opposer à cette récidive. Après, on va voir des définitions de la récidive.
et définition de la contention. Le terme médical, c'est-à-dire si on prend un dictionnaire médical, le terme récidive désigne la réapparition de maladies survenant après que le sujet ait retrouvé la santé. En orthodontie, c'est la réapparition de malposition ou de malocclusion qui avait été corrigée par le traitement. Elle peut être totale ou partielle. La définition de la contention, elle correspond à l'étape qui suit immédiatement la période de traitement actif. Elle a pour objectif de maintenir les résultats obtenus par le traitement. Donc, on peut réunir sous ce vocable tous les procédés qui contribuent à empêcher la récidive. Donc, ça, c'est la contention. La contention en ODF, c'est très, très, très important. Parce que si vous faites un traitement orthodontique lent, fastidieux, vous faites des mouvements dentaires, vous obtenez un résultat vers la fin qui est parfait, la récidive peut venir tout fausser et tout détruire par la suite. D'accord? Donc, il faut étudier le cas et choisir le type de contention le plus disons, j'arrive pas à trouver le mot, le plus adapté, voilà, pour éviter justement cette récidive. Donc, elle a plusieurs causes. Donc, il y a des facteurs qui sont généraux. Donc, il y a des facteurs qui contrôlent ou bien qui favorisent la récidive. On a des facteurs généraux, des facteurs locaux et des facteurs neuromusculaires. Dans les facteurs généraux, on a des causes générales, à savoir des troubles hormoniens. Donc, ces causes générales vont influencer la croissance. D'accord? Généralement, les troubles endocriniens, etc. Donc, cette croissance va fausser par la suite, va causer la récidive. Donc, la nutrition, le psychisme également, l'état psychique du patient. Les causes génétiques, généralement, c'est les causes héréditaires. Ça va. مازال ما قالوليش le temps combien. مازال sinon مازال. D'accord. Ok. D'accord. D'accord, donc il y a aussi le facteur coopération. Donc, si le patient n'est pas coopérant, le résultat ne peut être, ou bien vous pouvez ne pas réaliser une occlusion parfaite, c'est-à-dire le patient ne coopère pas. Donc, vous faites un traitement de compromis qui sera sujet à la récidive par la suite. Donc, la coopération, c'est un facteur très important dans la réussite du traitement et dans l'empêchement de la récidive. Toujours la croissance post-orthodontique, elle peut être favorable ou défavorable. Ensuite, le cas des classes 3. Donc, la croissance tardive de la mandibule est un facteur défavorable dans la stabilité des résultats dans les classes 3 et il est favorable dans les classes 2. Donc, on a besoin de cette de cette croissance tardive pour rattraper les décalages de classe 2. Dans les facteurs locaux, on a la forme des dents, essentiellement la forme des racines. Donc, certains auteurs pensent que la récidive des rotations, lorsqu'on a une rotation d'une dent, la récidive de la rotation, elle est en rapport, bien elle est liée à la morphologie des racines. C'est-à-dire une racine qui est bien ronde, elle sera sujette à une récidive de la rotation plus qu'une racine qui est ovalaire ou bien qui a une forme triangulaire, etc. D'accord? Donc, les racines de section ovalaire ont moins de chances de faire une rotation, c'est-à-dire une récidive d'un mouvement de rotation, qu'une dent ayant une section circulaire. D'accord? L'engrainement aussi, c'est un facteur très important. On a vu ça dans l'équilibration post-orthodontique. Donc, obtenir un engrainement parfait, ça garantit l'équilibre et la stabilité du traitement dans le temps. Donc, plus les cuspides des dents sont courtes, donc les cuspides qui sont courtes, en moins, c'est-à-dire elles génèrent moins d'engrainement, donc moins de solidarité avec les dents antagonistes et ça peut constituer un facteur de récidive. Toujours dans les facteurs locaux, l'orientation du plan d'occlusion, donc en fonction de l'anomalie. Donc, Plana, c'est un auteur qui préconise que dans un plan d'occlusion incliné en bas et en avant, d'accord, il va orienter les forces de mastication obliquement d'une façon à pouvoir pousser la mandibule vers l'arrière et le maxillaire vers l'avant et ainsi favoriser il nous reste 10 minutes.
D'accord, il nous reste 10 minutes avant la fin de cette séance et on va reprendre juste après. Donc, ne quittez pas, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, on est arrivé au plan d'occlusion. Donc, il faut obtenir une orientation en bas et en avant dans les classes 3 et éviter cette orientation dans les classes 2 parce que ça peut constituer une récidive et l'inverse pour les classes 2. La fonction occlusale, l'occlusion fonctionnelle équilibrée est une occlusion sans contact postérieur dans les mouvements de protrusion. Donc, on a vu toutes les règles d'une fonction occlusale physiologique, je ne vais pas répéter. Une mauvaise fonction occlusale peut être cause de récidive. L'évolution des dents de sagesse, donc c'est un sujet à controverse, c'est-à-dire les auteurs, il y a des auteurs qui disent que la troisième molaire peut avoir une force mésialente et entraîner un chevauchement incisif, c'est-à-dire une instabilité d'occlusion. Et d'autres auteurs pensent que cette poussée éruptive de la troisième molaire, elle est inefficace, c'est-à-dire la force elle est très très minime et elle ne peut pas causer la récidive d'un chevauchement ou bien la récidive d'une anomalie. Donc, les germectomies, donc auparavant, ils préconisaient les germectomies systématiques après un traitement de DBM. Donc, cette germectomie, elle est de plus en plus diminuée, donc, vu les théories, vu les études qui ont été faites et qui ont prouvé que cette poussée, elle est inefficace. La DDD, donc, peut être un facteur de récidive. Il me reste 8 minutes avant la fin de la première séance. Donc, la DDD, ou bien la dysharmonie dentodentaire, peut être un facteur de récidive, donc du fait de la différence du diamètre mésodistal. Donc là, la DDD peut être source de récidive d'un chevauchement incisif en bas. D'accord? Les tensions fibrillaires, bien des fibres desmodentaires. Donc là, lors de la correction d'une rotation, donc c'est une prémolaire qui est en rotation, si on veut la redresser, la remettre en position, donc ce mouvement va entraîner une tension de ces fibres de collagène, vous savez, donc elles sont généralement élastiques. D'accord? Donc après, suppression, là vous voyez, elle est en rotation, donc on utilise un couple de force pour corriger cette rotation. Donc cette correction va entraîner, comme je vous ai dit, une tension des fibres desmodentales. D'accord? Donc cette tension peut récidiver une fois qu'on va supprimer ces élastiques, la dent peut reprendre. D'accord? Parce que ce mouvement est dû à une tension des fibres desmodentales. Je vais vous parler par la suite des solutions thérapeutiques pour empêcher la récidive des mouvements de rotation. Donc, les mouvements de récidive les plus concernés par les facteurs desmodentaux sont les rotations et les réouvertures d'espace d'extraction. D'accord? Donc, cette correction, donc vous voyez, elle s'est corrigée, mais par juste une tension fibrillaire. Toujours dans les facteurs locaux, une compression tissulaire consécutive à la fermeture d'espace d'extraction. Donc, extraction de première prémolaire, par exemple. Donc, on a extrait la première prémolaire. Donc, on a reculé la canine à la place de la première prémolaire pour corriger une classe 2, par exemple. Une fois qu'on a reculé, donc si la force elle est très importante, c'est-à-dire le mouvement il est rapide, il est mal contrôlé, on peut avoir un entassement de la gencive à ce niveau. D'accord? On aura carrément une compression de la gencive à ce niveau. D'accord? Et on aura ce qu'on appelle les plis gingivaux. Donc, ces plis sont source de récidive. Donc, l'espace risque de se réouvrir, d'accord, à cause de cette compression tissulaire à ce niveau. Donc, ce phénomène est lié à l'existence d'un bourrelet épithélial résultant de la compression des tissus parodontaux avec absence de fusion de parodontes lors du rapprochement des dents. Ces excès de tissus sont à l'origine de réouverture des espaces d'extraction. Alors, les facteurs neuromusculaires, tous les auteurs sont d'accord pour dire que la suppression des causes de la malocclusion due à l'environnement musculaire et fonctionnel est indispensable dans la recherche de la stabilité. Exemple, béance fonctionnelle, si on ne supprime pas l'interposition de la langue, la succion du pouce, etc., donc il y a récidive à 100% de l'anomalie. Donc, le rétablissement d'un milieu, d'un environnement neuromusculaire favorable est une garantie à la réussite et à la stabilité du résultat.
Comme autre cause de récidive, il est impératif de citer également un diagnostic erroné dès le début, donc un plan de traitement qui est mal adapté, une étiologie qui est non supprimée et un traitement rapide et une mauvaise finition du traitement et aussi une contention mal adaptée. Donc tout ça, on peut dire, c'est des facteurs qui dépendent du praticien, qui dépendent de notre plan de traitement dès le début jusqu'à la fin. Donc on va voir un petit peu la récidive selon le type de malocclusion. Dans les malocclusions de classe 1, donc je vais passer vite. Les infraclusions antérieures, les béances, donc elles récidivent si on ne supprime pas la cause. Le chevauchement interincisif mandibulaire également, donc c'est une anomalie qui est très récidivante. Donc ceci est dû à plusieurs facteurs, donc le non-respect de la forme initiale de l'arcade. Donc si on a une taille des dents qui est importante, en cas de DDD, en cas de pression labiale inférieure non supprimée, donc tout ça c'est des facteurs à étudier et à supprimer le plus tôt possible pour garantir la stabilité et éviter la récidive de cette anomalie. En cas d'expansion transversale, l'expansion transversale, c'est une anomalie ou bien c'est un acte qui récidive beaucoup. Parfois, on rétablit une occlusion normale postérieurement. Après, on a une récidive et on revient à la situation initiale et à un articulé inversé postérieur. Les supraocclusions également. Les rotations, c'est une anomalie très récidivante. Et les diastèmes. Dans le cours que je vous ai donné, j'ai essayé de les classer de l'anomalie la plus récidivante jusqu'à l'anomalie la moins récidivante. D'accord? Les dents incluses, donc la récidive des dents incluses, elle est rare. Donc, tant qu'on a utilisé des forces légères et constantes, qu'elle est rare. Malocclusion de... Non. Non, mais ce serait pour le deuxième. Dites le deuxième cours. D'accord. Les malocclusions de classe de 2. En ce qui concerne les rapports molaires, la récidive n'est que très légère. Donc, les récidives de classe de 1, leur récidive est légère. Par contre, les classes de division 2, elles sont sujettes à beaucoup de récidives, elles sont exposées aux récidives. Pourquoi? Parce qu'on a cette supraocclusion qui va peu récidiver. Donc, vu le contexte musculaire défavorable, donc c'est généralement des patients qui ont une musculature labiale très puissante qui peut être source de récidive de la supra et de la palatoversion des incisives. Les malocclusions de classe 3, donc la croissance mandibulaire qui se poursuit souvent fort tard chez les garçons, c'est la principale cause de récidive. Un autre facteur est le volume et l'activité de la langue. On a parlé de glossotomie. La langue provoquera donc la récidive précoce des anomalies de classe 3 après leur traitement. La prévention et les procédés de stabilisation des effets du traitement. Donc, l'apparition de la récidive peut être immédiate dès la dépose de l'appareil. Dans les cas de rotation dentaire, on peut avoir une récidive immédiate, c'est-à-dire après même quelques minutes, une fois qu'on a supprimé l'appareil, on peut avoir récidive de la rotation dès la dépose de l'appareil ou retardée et progressive, généralement plus marquée vers la trentaine, le 30e jour, je pense. Chaque praticien développe en fonction de son expérience professionnelle un certain nombre de critères de référence sur lesquels il s'appuie pour tenter de contrer ce phénomène. Donc, les moyens de prévenir cette récidive. Il reste 1 minute, ça va se couper. Hein. Restez branchés, s'il vous plaît. On va reprendre tout de suite. Donc, on est dans les moyens de prévention et les procédés de stabilisation des effets de traitement. On va essayer de